먹고 있죠. Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Nous allons demander au Conseil de M. Nunchea de bien vouloir poser les questions qu'il désire poser aux témoins. Je vous donne la parole. Conseil, je vous remercie. M. Saoun, bon après-midi. Je m'appelle Jos Popel, je suis l'avocat international, Conseil international de M. Nunchea. J'ai un certain nombre de questions à vous poser cet après-midi. Et j'aimerais en premier lieu vous parler de la période de 1970 à 1975, tout comme l'ont fait mes collègues du bureau du procureur et des parties civiles. Vous nous avez dit, M. Saoun, la semaine passée, qu'à l'époque, les bombardements américains avaient lieu, et j'aimerais vous poser des questions supplémentaires à ce sujet. Ma première question est la suivante. Avez-vous été personnellement le témoin de bombardements américains dans la province de Mondokiri? Réponse: oui. C'est le cas. Les habitations dans la province ont été détruites. Et Monsieur Saoun, pouvez-vous nous donner un avis approximatif quant au nombre d'années qu'ont duré ces bombardements? Réponse: les bombardements ont eu lieu de 1970 à 1975. Ces bombardiers incluaient des B-52. Vous avez déclaré que les Américains ont bombardé des habitations. La semaine passée, vous avez également parlé du bombardement des pagodes. Vous souvenez-vous d'avoir parlé du bombardement des pagodes la semaine passée? Réponse: oui, je m'en souviens. La pagode à Chimin, au village de Chimin, a été détruite. Et d'autres pagodes également dans la province ont été détruites. Question: est-ce que les Américains ont également bombardé les rizières? Réponse: oui. Dans certaines parties près de la frontière, les rizières ont été touchées et 11 membres de ma famille ont été blessés par les bombes. Question: y a-t-il eu des morts à Mondokiri du fait des bombardements américains? Réponse: oui. Dans certains villages, il ne restait que très peu de survivants.
la majorité avaient été touchées par les bombes. Donc, question, si j'ai bien compris, les personnes qui avaient été atteintes par les bombardements américains, avaient-ils été tuées par ces bombes américaines? Réponse. Oui. Certains sont morts et d'autres furent blessés. Question. Savez-vous ce qu'il est advenu des corps des personnes qui ont été tuées dans les bombardements américains? Réponse. J'ai parlé aux survivants des bombardements qui m'ont dit que les personnes qui avaient été tuées par les bombes avaient été enterrées. Question. Et savez-vous ce qu'il est advenu des personnes qui avaient été blessées par les bombardements? Réponse. Je n'en sais rien. Je pense que lorsque les attaques se déroulaient, un nombre important de personnes ont été évacuées. C'est-à-dire qu'elles ont été emmenées avec les troupes qui attaquaient le Cambodge. À ce moment-là, elles se sont retrouvées au Vietnam. Ai-je bien compris votre réponse, M. Saosaroun, soit qu'un grand nombre de personnes ont été évacuées pour échapper au bombardement, ou bien est-ce que mon résumé de votre réponse est inexact? Réponse. Non. Ces personnes ne furent pas évacuées. Elles ont dû s'enfuir hors de la province pour sauver leur vie et ont dû se cacher à la campagne pour éviter de subir les bombardements. Question. Dans votre témoignage la semaine passée, vous avez utilisé le terme bombardement en tapis. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par ce bombardement, le terme bombardement en tapis? Réponse. Il est vrai que les bombes étaient larguées sur l'ensemble des endroits. Dans certains cas, 3 bombardiers larguaient leurs bombes jour et nuit. Question. Vous avez parlé des B-52. Il s'agit d'appareils, d'avions. Avez-vous jamais vu des hélicoptères ou des hélicoptères de combat à Mandalkiri? Réponse. Oui. J'ai vu les hélicoptères très rapides qui larguaient également des bombes pour détruire des villages et des ponts. Question. Et donc vous avez vu des avions américains et des hélicoptères américains. Avez-vous également vu des soldats américains dans la province de Mondulkiri? Réponse.
J'ai vu les avions et les soldats américains ont pénétré dans le village de Krangtek. C'est un village qui se trouve près de la province de Kratay et ces soldats se sont approchés dans le voisinage du village. Question, Monsieur Savsaroun. Savez-vous pourquoi les Américains bombardaient Mondolkiri? Le président. Monsieur le témoin, attendez un instant. Le coprocureur soulève une objection. Je vous donne la parole, monsieur le coprocureur. Le coprocureur, merci, monsieur le président. Nous objectons aux questions qui demandent au témoin de spéculer. Il faudrait que le témoin nous donne des fondements permettant de déterminer que le témoin avait une connaissance des raisons du gouvernement américain. Conseil pour la défense. Monsieur le président, je me ferai un plaisir de reformuler ma question. Question, Monsieur Savsaroun, à ce moment-là, entre 1970 et 1975, est-ce qu'il y avait des personnes qui parlaient des raisons qu'ils pensaient être celles qui poussaient les Américains à procéder à ces bombardements? Réponse. Je ne comprends pas très bien la question. Pouvez-vous la répéter? Question. Monsieur Savsaroun, comme vous n'avez pas bien compris la question, avec la permission du président, je vais essayer de la clarifier quelque peu en vous montrant un document. C'est le document D222-1.19. C'est une publication de DCCAM et le document parle de Mondolkiri au cours des années 70 et contient des déclarations faites par une personne de Mondolkiri qui était sur place à ce moment-là. Et si le président me le permet, j'aimerais que l'on affiche ce document. Le titre de ce document est Purge Khmer Rouge dans les hauteurs de Mondolkiri. L'extrait que j'aimerais vous montrer, l'extrait 003 976 10. Le président. En premier lieu, veuillez s'il vous plaît nous indiquer si le document a déjà été présenté à la Chambre et si c'est le cas, quand et à quelle liste de documents à présenter à la Chambre voulez-vous faire référence? Question. Monsieur le Président, comme vous le savez, notre position est que nous devrions pouvoir avoir recours à n'importe quel document pour mettre en question la crédibilité d'un témoin et notamment les publications de DCCAM. Le Président interrompt la défense. Vous devez suivre les consignes qui ont été données en ce qui concerne la manière de tester la crédibilité d'un témoin et je vous intime de lire les directives maintenant de la Chambre à cet égard, publiées en 2012. Les documents qui ne sont pas classés en catégorie E3 et les documents qui n'ont pas encore été soumis à la Chambre ne pourront pas être utilisés. Également, ce n'est qu'après
que la règle 87.4 du règlement aura été respectée, que ces documents pourront être soumis à la Chambre et utilisés aux fins d'interrogatoire. Donc, la Chambre aimerait vous renvoyer à cette instruction du 24 mai 2012, à moins que les conditions soient remplies, vous ne pourrez pas faire référence à ce document. Monsieur le Président, j'aimerais qu'il soit inscrit au dossier le fait que ce serait enfreindre les droits de mon client. Cependant, ce document se retrouve dans la liste E109/4.19 et il s'agit du document 176 ou de la cote 176. Encore une fois, nous pensons que cette information n'est pas utile. Ce document dont nous parlons est un document pertinent. Le Président, Maître, vous pouvez continuer. Monsieur le coprocureur. Oui, je ne peux pas confirmer qu'il s'agit d'un document qui fait partie de nos annexes. Nous n'avons pas d'objection sur cette base. Notre seule objection porte, ou la limite que nous aimerions apporter, c'est que les questions devraient porter, et la référence devrait porter précisément sur ce qui relève de la connaissance du témoin, qu'on ne puisse pas en faire usage pour lui demander de spéculer sur des points dont il ne peut avoir connaissance. Le Président. La Chambre désire effectivement savoir si le document n'est pas encore classé dans la catégorie 3, alors la partie doit établir les arguments fondant le recours au document et vérifier que les exigences sont remplies, qu'il figure à l'annexe ou pas, n'a pas de pertinence en la matière. La Chambre désire s'assurer que les parties fournissent les arguments justifiant la présentation du document avant de procéder aux questions à poser aux témoins. Je vous en prie. Monsieur le Président, dit la défense, je vous remercie, mais je suis un peu confus. Dans quelle voie voulez-vous que je poursuive? Voulez-vous que je vous donne des raisons pour lesquelles je me base sur un document qui a été présenté par le bureau des procureurs et auquel il n'a pas d'objection? Ou bien est-ce que je dois soumettre ce document comme étant d'éléments de preuve supplémentaires ou nouveaux alors qu'ils font partie des documents présentés par l'accusation? Ou bien est-ce que je puis continuer à poser mes questions? Le Président. Vous pouvez effectivement continuer à poser des questions aux témoins puisque le coprocureur a déjà signifié que le document fait partie d'une annexe qui a déjà été présentée à la Chambre et vous ne pouvez poser des questions que dans la mesure où elles portent sur des faits dont le témoin aurait connaissance personnelle. La défense, je vous remercie, Monsieur le Président. J'aimerais que l'on affiche le document à l'écran, document avec ERN 0039 7610. Et je vais lire les extraits que j'adresse au témoin, puisqu'il ne peut pas les lire lui-même, et je cite, encore une fois, il s'agit d'une déclaration faite par un dénommé Prey, habitant de la province de Mondolkiri à l'époque, et je cite sa déclaration. Les bombardements ont commencé vers la fin des années 60. Les Américains sont intervenus au Cambodge pour combattre les Vietnamiens et les Viet Cong, pas le peuple cambodgien. Et ceci était dû au fait qu'il y avait des Cambodgiens, des personnes au Cambodge et au Vietnam qui avaient contacté les Américains. Lon Nol avait introduit une demande en ce sens pour s'opposer à Sihanouk.
Alors, les bombes tombaient tous les jours. Le ciel était obscurci par les hélicoptères. Il y avait beaucoup d'hélicoptères de combat et de B-52 qui larguaient des bombes. Lorsque les hélicoptères ont fait feu, j'étais à Opole, dans le sous-district de Dakdam, et les attaques ont également touché Tuolsvei, Polu, Pouron, Lamik et Lumpak. Ce sont des zones qui ont encore des cratères importants. Un peu plus bas dans la page, il continue et dit, et je lis, à un moment, mes enfants et mon épouse s'enfuyaient face à un hélicoptère qui approchait en tirant. Ils étaient en train de moudre du riz. Je savais que c'était des soldats américains parce qu'ils étaient venus à mon village. Les hélicoptères se sont posés sur les montagnes, dans les champs, partout. Je ne comprenais pas l'américain. J'ai vu les figures des Américains et soldats de l'ONOL et je fus pris de peur. À ce moment-là, les Viet Cong étaient avec les forces de Sihanouk et l'ONOL était avec les Américains. L'ONOL avait demandé aux Américains de bombarder différents sites au Cambodge. J'étais furieux contre ceux qui avaient encouragé le bombardement et les Américains. Ils ont touché par erreur des maisons, du bétail, de la volaille. Donc ma question, Monsieur Salsaroun, est la suivante. À cette époque, pendant les bombardements américains, avez-vous entendu dire que l'ONOL avait demandé aux Américains de bombarder Mondolkiri de la manière dont ceux-ci l'ont fait? Réponse: non, je n'avais pas entendu cela. J'ai simplement vu les bombardiers et les hélicoptères qui larguaient des bombes à Mondolkiri. Et ces bombes tombaient jour et nuit. La population fut contrainte de se réfugier dans la forêt dense. Mais la population ne pouvait pas se cacher dans ces forêts. Au départ, ils croyaient qu'ils y trouveraient une protection, mais plus la forêt était épaisse et plus les bombardements étaient intenses. Et la nuit, il y avait... Dès qu'on voyait une lumière, les bombardiers se concentraient sur ces endroits qui étaient éclairés. Question: avez-vous entendu à l'époque des personnes parler des raisons possibles pour lesquelles les Américains bombardaient le Cambodge? Réponse: non. J'ai seulement vu les bombes qui tombaient. Question: je vous remercie, M. Salsaroun. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Ce sujet concerne une rencontre que vous avez eue à Phnom Penh quelques 10 jours après la libération de Phnom Penh en avril 1975. Avez-vous souvenir d'avoir répondu à des questions concernant cette réunion au cours de la semaine passée et cette semaine également? Réponse: j'ai déjà déclaré au co-juge d'instruction, je suis déjà intervenu auprès des co-juges d'instruction et je pense que mes déclarations étaient claires et je les ai réitérées devant les coprocureurs. Je pense qu'elles étaient claires également. Question, mais monsieur le témoin, c'est précisément ce dont je voudrais parler. Avez-vous souvenir de cette réunion qui s'est déroulée
à peu près 10 jours après la libération de Phnom Penh en 1975. Réponse. Oui, je me souviens encore de cela. C'était après la libération de 1975. Cette réunion a été organisée et j'y ai participé. Avez-vous souvenir, Monsieur Saroun, qui étaient les intervenants lors de cette réunion? Réponse. Et c'était Pol Pot. Question. Y a-t-il eu d'autres intervenants à part Pol Pot, selon ce dont vous vous souvenez? Réponse. Dans la mesure où j'ai bon souvenir, personne d'autre n'est intervenu à part Pol Pot lui-même. Question. La semaine passée, lorsque l'accusation vous a posé des questions au sujet de cette réunion, vous avez dit ce qui suit, et je cite le transcript, et ce que je vous cite est à la page 32 du projet de transcript version anglaise et page 27 la version khmer du même transcript. Et je cite ce que vous avez dit au cours de cette audience. L'accusation vous a demandé, et je cite, « Pouvez-vous nous dire qui étaient les intervenants lors de cette réunion ?» Et votre réponse est la suivante. « J'ai vu Pol Pot qui a fait l'exposé de présentation. » L'accusation vous a ensuite demandé qui, à part Pol Pot, est également intervenu lors de cette réunion. Et votre réponse a été « Je n'ai pas vu d'autres intervenants. Je n'ai vu que lui. » Pouvez-vous confirmer la véracité de cette déclaration? Réponse. Oui, je le confirme. Une question. Je vous remercie, Monsieur Saoussaroun. J'aimerais maintenant vous poser des questions portant sur une autre réunion à laquelle vous avez participé à Phnom Penh, réunion qui s'est tenue quelques mois après la mort de Leng. Et vous avez témoigné au sujet de cette réunion auprès des co-juges d'instruction, et pour épargner du temps, avec la permission du président, je vais simplement lire des extraits de votre déclaration. Il s'agit du document E3-367, ERN anglais 00-267-8696 et ERN Khmer 00-25-14-39. M'accordez-vous la possibilité de citer ce document, Monsieur le Président? Le Président, je vous en prie, allez-y. Dans cette déclaration, Monsieur Saoussaroun, vous avez déclaré que quelques 2 à 3 mois après la mort de Leng Kampun, j'ai reçu un télégramme de Pol Pot convoquant les cadres à une réunion. Et lors de cette réunion, 6 cadres, y compris Tavien, Talok, Takin, Talang, Tasofia et moi-même, avons été convoqués à une réunion à Phnom Penh. Fin de citation. Vous souvenez-vous de vous être rendu à cette réunion à Phnom Penh? Réponse. Oui, je m'en souviens. J'ai été convoqué à cette réunion. Mr. Saoussaroun. Question. Vous souvenez-vous, M. Saoussaroun, qui d'autre était présent lors de cette réunion?
Réponse. Il y avait beaucoup de gens, venus de toutes sortes de provinces, de toutes les divisions. C'était en 1978. C'était un congrès. Question. Bon, pour nous assurer que l'on parle bien du même congrès, ou de la même réunion plutôt, est-ce bien celle qui a eu lieu 2 mois avant la mort de Lang et de Campono? Réponse. Oui. Comme je l'ai déjà dit, au cours de l'instruction. Question. Vous souvenez-vous quel dirigeant avait participé à ce congrès? Réponse. Je savais que c'était des dirigeants parce qu'ils ont été appelés à la tribune. Question. Et vous souvenez-vous des noms des dirigeants qui étaient présents lors de ce congrès? Réponse. Je savais que c'était eux parce qu'on les a appelés à la tribune. Question. Et vous souvenez-vous de leurs noms? Réponse. Je connaissais leur nom car c'était les dirigeants. Question. Connaissez-vous le nom de ces dirigeants? Mien Pol Pot, Mien Réponse. Moi, il y avait Pol Pot, Nochea, Ieng Sary. Ce sont eux qui ont été appelés à la tribune. Question. Il semblerait qu'il y ait une certaine confusion quant à quelle réunion est le sujet de la discussion. Donc peut-être que j'y reviendrai plus tard. Mais je vous remercie de vos réponses sur ce sujet pour l'instant. Je vais maintenant parler d'autre chose. Les procureurs et la partie civile vous ont montré des télégrammes que vous avez envoyés au centre à Phnom Penh. Vous souvenez-vous d'avoir répondu à des questions sur ces télégrammes au cours de la dernière semaine? Réponse. Oui, j'en ai déjà parlé au coprocureur. Question. Très bien. Et vous souvenez-vous qui au centre vous envoyait des télégrammes? Réponse.
J'ai reçu des télégrammes de Pol Pot. Question. Votre témoignage de la 71e journée du procès est à la page 20 de la transcription, version anglaise, et 17 dans la version en khmer. J'aimerais citer votre réponse à une question du procureur. Le procureur vous a demandé, quand vous receviez des réponses avec des instructions, qui vous envoyait ces réponses? Et vous avez répondu, les instructions étaient données par télégramme. Le procureur vous demande, vous souvenez-vous qui vous envoyait des télégrammes? Qui vous envoyait des instructions en réponse à des télégrammes que vous aviez envoyés? Et vous répondez, non, je ne le savais pas. Je ne connaissais que ceux qui m'aidaient au bureau du télégraphe. Confirmez-vous aujourd'hui la véracité de ce que vous avez dit la semaine dernière? Réponse oui. En effet, c'est la bonne réponse, comme je l'ai dit au procureur. Merci. Merci, Maître Parle. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Monsieur Saosaou, le procureur vous a demandé si vous aviez des réticences à venir déposer contre les accusés. Vous avez répondu que vous veniez ici sans aucune réserve, que Monsieur Saosaou, avez-vous des réticences quant à témoigner sur votre propre rôle lors du régime du Kampuchea démocratique? Réponse non, pas du tout. J'ai répondu au procureur sur la base de ce que je savais. Maître Parle. J'aimerais citer un document, le même document dont nous avions parlé plus tôt, cet ouvrage du DCCAM, Purge Khmer Rouge dans les hautes terres du Mandulkiri, document D222 bar 1.19, que l'on retrouve à l'ERN 00397 654. J'aimerais pouvoir afficher le document à l'écran et poser quelques questions aux témoins sur la base de ce même document.
វីអន្តរជាតិ Le président. Chez le Conseil international du Nucléaire. Ce document D222 par 1.19 est-il disponible en anglais, français, khmer? Réponse non. Mais je suppose que ce n'est pas un problème, car je peux le lire à voix haute au témoin, et il peut être interprété dans les autres langues simultanément. C'est un document que j'ai cité tout à l'heure, il y a une vingtaine de minutes. L'accusation n'a pas soulevé d'objection. Cela traite du rôle de Sao Sarun, et je sais que les parties civiles ont elles aussi dépendu de documents qui n'avaient pas été traduits dans les 3 langues. Donc, je n'ai pas résumé le document. Je pense que ce sera une expérience beaucoup plus agréable si je pouvais simplement lire et poser des questions sur ce document qui ne fait pas objet de controverse de toute façon. លោកមេធាវីទំនងអត់ស្ដាប់ចំនួនយើងបានទេយើងសួរលោកថាតើមាន Le président. Maître, vous ne répondez pas à ma question. Je vous demandais si le document était disponible en khmer et en français. Vous n'aviez pas commencé à nous donner toutes sortes d'explications. Ma question est bien simple. Le document D222/1.19 est-il disponible dans les 3 langues de travail du tribunal? C'était ma question. Maître Parle. Je peux répondre comme suit. Autant que je sache, ce n'est pas traduit en khmer ou en français. Nous n'avons pas trouvé de traduction dans le dossier. Mais l'accusation a déjà proposé ce document. Donc j'espère pouvoir fonder mes questions sur ce document. Le président. Oui, ça c'était un cas particulier. Vous devez d'abord répondre à ma question. Vous pouvez extraire des passages qui peuvent être traduits facilement et qui peuvent servir de fondement pour les questions que vous voulez poser au témoin. Maître Parle. Merci, Monsieur le Président, pour cette explication. Vous m'excuserez si je ne suis pas particulièrement confiant, mais je vais donc citer le document. Je répète le RN 00 39 76 54. J'aimerais que ce document soit affiché à l'écran. Le président. Oui, allez-y. Donc, ça commence à la page 80. Donc, pardon, c'est le RN qui termine par 53 et pas par 54. Et le document, donc, et je cite, Monsieur Sao Sarun, veuillez écouter, car je vais vous poser une question là-dessus. Donc, avec la mort de Rang, Sarun, d'origine laotienne, est devenu secrétaire de la région 105. Le conflit entre Kampun et Hong et la nomination de Sarun comme secrétaire de la région a mené à l'imposition de règles plus strictes dans la région et a coïncidé avec une période avec le plus haut nombre de morts. Et ensuite, sous le sous-titre abondance d'exécution, il est écrit plusieurs informateurs décident de marquer le début d'un des changements les plus radicaux au Mondulkiri à la fin 77, au début 78, quand Sarun a pris le pouvoir. Et ensuite, je vais vous lire, Monsieur Sarun, la dernière partie, qu'on peut lire un peu plus
au bas, il est écrit, c'est en fait une citation, une déclaration de témoin des Sécam. Il dit, après que Saroun soit devenu le secrétaire de la région, ils arrestaient des gens tous les jours, 4 ou 5 personnes par jour. Le chef de la coopérative a essayé d'intimider les gens pour qu'ils travaillent plus fort, en leur disant que Saroun allait tuer les fainéants. Fin de citation. Question, M. Saroun, est la suivante. Pouvez-vous confirmer ce qui est écrit dans ce document? À savoir que la période pendant laquelle vous avez été secrétaire est la période pendant laquelle il y a eu le nombre le plus élevé de morts. Réponse. Ma réponse est de dire que ce n'est pas exact. Ceux qui ont dit cela ont exagéré les faits. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais rien su d'exécution de qui que ce soit. Et je nie tout cela. Question. Monsieur Saroun, ce passage me force à vous demander, étiez-vous un peu plus actif que votre prédécesseur, le secrétaire Lang, dans l'exécution des villageois locaux? Réponse. Non, pas du tout. Quand j'ai pris le pouvoir, cette période a duré, ce n'était que pendant 2 mois. Moi, je n'étais pas un chef très dur qui arrêtait les gens, et ces accusations sont inexactes. Merci, M. Saroun. Un chercheur qui a écrit sur le régime Khmer Rouge, M. Steve Heder, a publié un article sur le rôle des cadres de rang inférieur ou de cadres de rang moyen pendant la période du Kampuchea démocratique. Dans cet article, il écrit, et je cite, en termes pratiques, le niveau le plus important en termes de chaîne de commandement et de hiérarchie qui avait une autorité déléguée semble en général être le district. Les secrétaires du parti dans les districts sont donc des personnalités imposantes pour les exécutions à l'échelle du pays. Et donc ma question est la suivante. Monsieur Heder, sur le fondement de sa recherche, on arrive à la conclusion que les secrétaires de district étaient des personnalités en matière de responsabilité très importantes pour les exécutions à l'échelle du pays, car ces secrétaires avaient un pouvoir discrétionnaire. Vous, Monsieur Saoun, avez été secrétaire de district. Êtes-vous d'accord avec cette constatation de M. Steve Heder? Réponse. Je ne sais pas ce qui s'est passé ailleurs au pays. Et je rejette cela. Mon district était différent des autres districts. Question, je vous remercie. Monsieur Heder indique aussi dans le même article que la majeure partie des prisonniers étaient exécutés tôt ou tard selon les ordres du district. Était-ce votre expérience dans votre propre district? Est-ce que la plupart des gens
ont été exécutés selon les ordres provenant du district? Réponse. J'ai la réponse suivante. Dans mon district, personne n'a été arrêté et détenu. Question. Monsieur Sarsaroun, rendiez-vous compte aux dirigeants à Phnom Penh des exécutions qui avaient lieu dans votre district alors que vous étiez secrétaire de district? Réponse. Non. Je n'ai jamais fait de rapport sur des exécutions ou des arrestations. Maître Parent. Monsieur Saroun, avez-vous fait des rapports sur des exécutions qui auraient eu lieu dans votre secteur alors que vous étiez secrétaire du secteur? Réponse. Quand je suis arrivé au pouvoir dans le district, je n'ai fait aucun rapport sur des arrestations, des exécutions de gens. Maître Parent. Merci. Je vais maintenant vous poser d'autres questions sur ce sujet. Mais bon, je m'en remets à la Chambre pour cet exercice. J'aimerais confronter le témoin aux déclarations du témoin TCW 307. TCW 307 a fait 2 déclarations pertinentes pour le sujet dont parle M. Sarsaroun. Ces déclarations sont ou plutôt, ce qu'a dit le témoin 307, M. Sarsaroun peut le savoir et cela permettra la manifestation de la vérité. Nous voulons confronter le témoin à ces déclarations. L'accusation l'a fait la semaine dernière pour des déclarations d'autres témoins qui ne seront pas cités à comparaître par la Chambre. Mais nous avons pu constater que ce type d'interrogatoire peut permettre d'avoir de réponses intéressantes. M. Sarsaroun peut confirmer ou infirmer ce qui est dit dans ces déclarations, mais d'une façon ou d'une autre, nous en serons beaucoup plus informés si nous pouvons avoir recours à ces déclarations. Et je ferai bien sûr référence à ce témoin sous son pseudonyme. Je pense que ce serait sûrement la façon la plus efficace de procéder. Si nous devons attendre la comparution du témoin en question, à ce moment-là, nous ne pourrons jamais confronter M. Sarsaroun à ces déclarations. Je m'en remets à vous donc. Je pense qu'il est tout à fait pertinent de confronter le témoin à ces déclarations, mais libre à vous de décider.
ឥឡូវនេះ Le président. La Chambre est saisie d'une demande présentée par la défense du droit de chair. Demande par laquelle on demande donc que les dépositions du témoin TCW 307 puissent servir comme fondement pour l'interrogatoire du témoin. Les autres parties ont-elles une objection ou une réponse ou un commentaire à faire là-dessus? Le procureur. Monsieur le Président, la Chambre a déjà rendu une décision. Je suis désolé, je n'arrive pas à entendre l'interprétation de mes propos, mais je peux suivre. Donc la Chambre a déjà tranché que seules les déclarations de témoins qui ne seront pas cités à comparaître peuvent servir pour cette fin. La Chambre connaît bien les raisons de cela. Notre position est la suivante. Nous n'avons pas nécessairement une objection si la Chambre juge approprié de procéder de cette façon, et en particulier si les passages de la déclaration portent directement sur quelque chose dont le présent témoin peut avoir connaissance, et si ce témoin cité à comparaître ultérieurement n'est pas mentionné par son nom. Donc, sous réserve de tous ces critères, nous n'avons pas d'objection. Quand bien même la Chambre a tranché sur la question auparavant. Oui, Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas d'objection non plus, étant entendu bien sûr que toutes les parties bénéficient exactement des mêmes droits par la suite. C'est tout. Le Président. Oui, la demande est justifiée. Il n'y a pas d'objection. La défense de Noachea peut donc citer les déclarations du témoin TCW 307. Veuillez vous assurer, maître, d'utiliser le pseudonyme, jamais mentionner le nom du témoin. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais poursuivre avec plaisir, mais en ce qui concerne ces déclarations, j'ai quelques questions. Je vois l'heure, donc je serai heureux de poser les questions maintenant ou après la pause. C'est selon votre bon plaisir. Le Président. Maître, êtes-vous sûr que le document que vous vous préparez à présenter aux témoins est suffisamment
confidentiel pour que les noms des témoins ne soient pas révélés lorsque vous l'afficherez. A-t-il déjà fait l'objet du caviardage requis? Monsieur le Président, c'est effectivement un point que j'aurais aimé aborder. Je crois qu'il serait préférable de sauvegarder la confidentialité. Si l'on me permet simplement de lire les extraits auxquels j'aimerais que le témoin réponde, auxquels les parties auraient accès, de manière à ce que tout le monde puisse vérifier que je m'y réfère de manière précise et exacte et que nous ne révélons aucune information confidentielle ce faisant. Je vous propose que l'on procède de la sorte. Le Président. Oui, alors poursuivez. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais donc pas demander l'affichage du document à l'écran. Le document auquel je fais référence est le document D200-4, connu également E3-57, le RN anglais, le 00-2905-08, le RN CMAI et le 00-28-77-05. Excusez-moi, je n'ai pas le RN français. Dans cette déclaration, Monsieur Saroun, le témoin 307 se voit poser une question portant sur le secteur 105 et je cite la question. C'est une question posée par les co-juges d'instruction, soyons clairs. Question. Étiez-vous au courant d'exécution qui aurait eu lieu dans votre secteur? La réponse partielle est la suivante. Pendant la période de Tosarun, des familles entières ont été arrêtées, mais je ne sais pas où ces familles ont été emmenées pour être exécutées ensuite. Monsieur Saosarun, avez-vous souvenir que pendant votre période en fonction, l'on a arrêté des familles entières? Réponse. Non. Non, on n'aurait jamais arrêté une famille entière. Je pense que la personne qui a fait cette déclaration exagère sans doute parce que nous n'avons jamais procédé à une quelconque arrestation de villageois pour ensuite les exécuter. Et puis un peu plus loin, même document, même témoin, on lui pose la question suivante, de quel secteur provenaient les prisonniers? Réponse, les prisonniers provenaient des districts du secteur 105. La majorité des prisonniers avaient été arrêtés et placés dans le centre de sécurité sous accusation de pratiquer de la magie noire et de la sorcellerie. Certains soldats ont été arrêtés et détenus là-bas également. Monsieur Saosarun, avez-vous souvenir que pendant votre période en fonction dans le secteur, cette raison était celle invoquée pour mettre en détention la majorité des personnes détenues, c'est-à-dire la pratique de la magie noire et de la sorcellerie?
Réponse. Je pense que nous n'avons jamais arrêté personne. On aurait pu penser qu'il pratiquait la magie noire ou la sorcellerie. On m'avait indiqué de ne pas procéder de la sorte. Question. J'ai une dernière question à vous poser sur ce sujet. Il s'agit du même document, non. Il s'agit du document E3/58 ERN 002 50 0088 Khmer 0023 99 36. Et là, le témoin 307 déclare ce qui suit, et je cite, ceux qui furent emmenés au bureau de sécurité de Plancral pour rééducation incluaient ceux qui avaient été accusés d'indiscipline, d'enfreinte aux règles morales, vol et autres. Et dans tous les cas, ceux-ci devaient préparer une biographie. Le centre n'avait jamais envoyé d'ordre au bureau K17 pour que les arrestations soient pratiquées. Est-ce là votre expérience, Monsieur Saosaroun, soit que le centre n'a jamais donné d'ordre au bureau K17 pour qu'il procède à des arrestations? Réponse. Non, ça n'est pas le cas. Pas d'arrestation. Aucune arrestation n'a été effectuée. Aussi longtemps qu'il y avait un ordre officiel, personne n'aurait osé procéder à une arrestation. Le président interrompt. Merci, Conseil. Puisque le moment est venu de suspendre l'audience, nous allons suspendre l'audience jusqu'à 15 heures. Les huissiers veilleront à ce que le témoin et son conseil veilleront à s'occuper du conseil et du témoin pendant cette période de pause.